Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique TV, votre chaîne d'opinion. La télé, sur le web, pas comme les autres. Notre rentrée politique, ça fait un bail que Afrique TV ne faisait pas les émissions politiques. Aujourd'hui, nous avons reçu Modeste Boukadia. On croit il est plus à présenter, vous le connaissez très bien. Il fait partie de l'opposition congolaise. Il se bat depuis très longtemps contre le changement démocratique dans notre pays, que vraiment il faut que les choses puissent essayer d'évoluer dans notre pays. Donc aujourd'hui, il est mon invité principal. Donc en tout cas, veuillez nous excuser vraiment pour le retard parce que nous avons eu des soucis techniques, mais bon, qu'à cela ne tienne, nous allons essayer, en allant chemin faisant, faire notre émission. Bonjour et bonsoir et bienvenue sur Afrique TV, Monsieur Modeste Boukadia. Bonsoir, Monsieur Kodeketo. C'est une joie de se retrouver. Cela faisait très longtemps et je suis très heureux que vous redémarrez vos émissions en m'invitant. Merci, Monsieur Modeste Boukadia. En tout cas, on va essayer, comme d'habitude, de faire un peu au mieux. Alors, vous le savez comme moi aujourd'hui, que c'est la fête des mères en France. J'ai juste envie, avant de commencer, de rentrer vraiment dans nos débats, dans notre sujet, de vous poser tout simplement une petite question. Comment percevez-vous l'éducation et l'image de la femme congolaise au sein de la société moderne? Aujourd'hui, on parle de la fête des mères. Vous savez, d'abord, je voudrais souhaiter une très bonne fête des mères, des mamans, pour toutes les Congolaises et toutes les Africaines. Je déplore un petit peu sur la condition de la femme, notamment au Congo-Brazzaville, qui souvent est réduite à sa plus simple expression de productrice d'enfants ou d'éléments de plaisir. Malheureusement, l'association, l'URFC, qui aurait dû permettre l'évolution de la femme pour que la femme ait le même statut que l'homme en politique, malheureusement, cette organisation révolutionnaire des femmes du Congo a été plutôt le creuset des femmes pour les hommes de pouvoir, c'est-à-dire les hommes du PCT. C'est ça ce qui est regrettable. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Au niveau de l'éducation, nos enfants, nos jeunes filles n'ont pas l'éducation qu'elles devaient avoir. Mais ceci est dans le cadre général de tout le Congo. Et donc, en ce qui concerne la femme ou l'homme, c'est toute la société dont il faut penser le vivre au Congo. Selon vous, vous pensez... Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, au Congo, les hommes et les femmes, ils ne vivent pas, on les traite comme des animaux. Non, Monsieur Modeste Boukadia, vous pensez, vous voulez dire aujourd'hui que nos femmes, nos enfants, nos sœurs, nos tantes au Congo-Brazzaville sont vraiment mal éduquées, quoi. En fait, ils n'ont pas reçu vraiment l'éducation comme il se doit. Selon vous, vous pensez vraiment Non, à ça? je dis ceci, que les femmes au Congo, ou tout simplement les femmes et les hommes au Congo, n'ont pas les structures éducatives qu'il faut pour qu'elles deviennent des femmes modernes et des hommes modernes. Elles sont restées à l'État, comme le pensait le Parti unique, le PCT, un objet de plaisir. C'est ça ce que je dis. Autrement dit, la femme au Congo est considérée comme un objet de plaisir au Parti congolais du travail pour les gens du PCT, n'est-ce pas? C'est ce que le PCT a fait à partir de l'organisation révolutionnaire des femmes du Congo. Et c'est ce que l'on constate. Il suffit de voir
les femmes qui font de la politique au Congo, si elles ne sont pas sujettes à des hommes, elles ne peuvent pas percer dans la vie politique. Vous faites allusion à qui là, par exemple? Ce que nous souhaitons, ce sont des femmes Vous libres. pensez à qui lorsque vous parlez comme ça? Vous pensez à qui? Mais Il n'y toutes a les beaucoup de femmes femmes qui au font... PCT, hein? À toutes les femmes qui sont au PCT. Je parle de toutes les femmes que je vois au Congo, en tout cas. Ce que je vois, Vous, ce qui sont, quelles que soient les responsabilités qu'elles ont, il faut qu'elles soient assujetties à des responsables politiques. Et c'est alors, ça ce que je condamne. Monsieur Modeste Boukadia, aujourd'hui on est en 2024, on observe, on constate, on remarque une régression globale en termes de liberté d'expression dans notre pays, d'accès aux médias d'État, de droit de manifester. D'ailleurs, on voit que le peuple congolais ne manifeste quasiment presque plus et de reconnaissance des partis politiques, c'est un peu difficile, on a l'impression qu'ils sont caporalisés. La fraude électorale, la dilapidation et les détournements des fonds publics, ça, on n'en plus douter, ainsi qu'une justice aux ordres et la privatisation du pays sont également des problèmes majeurs. Pensez-vous que l'État congolais est militarisé et autoritaire aujourd'hui? Vous savez, bon, vous prenez un grand risque de parler de l'État congolais. Moi, j'appelle ça l'État PCT. C'est l'État PCT. Comment voulez-vous que dans un pays, quand les jeunes expriment leur mécontentement en disant qu'ils ont un avenir bouché, en allant enlever le drapeau de la République dans un lycée symbolique de 5 février, on les met en prison. Et quand des enfants disent que 2024, c'est l'année de la souffrance, pour contrebalancer la parole de Denis Sassou Nguesso qui disait que 2024, c'est l'année de la jeunesse, on les met en prison. Quand il y a des jeunes qui chantent, qui crient leur désarroi par des chansons, on les met en prison. Et quand il y a des gens qui n'ont pas d'eau chez eux, parce qu'il n'y a pas d'eau au Congo, qui se baignent, qui se lavent sur des jets publics, on les met dans l'eau. Vous pensez que ça, il y a un État dans ce pays-là? Donc, Hein? vous pensez également, j'allais plutôt dire, vous croyez que l'année 2024, d'ailleurs, qui n'est pas encore finie, nous sommes presque au mois de juin, donc au milieu de l'année, et que cette année 2024, vraiment, c'est pas vraiment l'année de la jeunesse. Et vous parlez des jeunes qui ont manifesté, c'est triste parce qu'ils cherchent du travail, et que selon vous, il y en a d'autres qui sont quasiment presque en prison. Avez-vous vu l'État congolais mettre des jeunes en prison? Ben oui, bien sûr. Vous avez certainement vu des jeunes gens qui sont en train de crier dans les réseaux sociaux qu'on libère leur ami parce qu'il a chanté une chanson disant qu'ils ne comprennent pas, ils sont riches, le Congo est riche, le Congo a des talents, mais ce sont les Chinois qui prennent tout, ce sont les Libanais du Hezbollah qui prennent tout, ce sont les Libanais du Hamas qui prennent tout. Hein? Et quand ils chantent cela pour manifester, pour crier leur indignation, la seule réponse d'une équipe qui se dit gouvernementale, c'est de les rechercher, de les prendre et de les jeter en prison. Ce n'est pas moi qui le dis, je le vois. Et les gens le disent, puisqu'ils manifestent de dire de sortir leurs copains, leurs amis. Enfin, nous sommes en 2024. En 2024, tu dis que je n'ai pas de travail, je n'ai pas une éducation, parce que tu dis à un soi-disant gouvernement que je n'ai pas de travail, on te met en prison. Et pour un pays qui est producteur du pétrole, hein? Et on voit dernièrement, il y a une semaine, le PDG de la plus grande société d'exploitation du pétrole au monde, Total Énergie, allait dire à M. Sassou
qu'il y a de nouveaux puits. Et les jeunes qui disent, mais il y a de nouveaux puits, nous n'avons personne, nous n'avons pas de travail, parce qu'ils réclament d'avoir du travail, on les jette en prison. Vous avez vu ça dans quel pays? Alors, vous Alors, ne me parlez pas d'État. Vous me dites l'État PCT, je comprends. d'accord, non, mais c'est vos propos. Moi, je vous pose des questions. Vous êtes à l'opposition. Vous, depuis très longtemps, vous vous battez contre le pouvoir en place, contre l'État PCT. C'est normal. Effectivement, vous voulez que les choses puissent changer. J'essaye d'être au milieu du village pour moi et je Absolument, dis c'est absolument. l'État. Vous avez Après parfaitement vous, raison. c'est vos propos. Donc, alors, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai envie de vous poser une simple question. Quel est votre plan d'action pour faire évoluer vraiment la situation s'il y avait les possibilités par rapport à tout ce que vous venez de dire? Mais écoutez, d'abord, je voudrais dire une chose. Le Congo est riche et c'est un grand pays. Un grand pays avec des milliers de superficies, qui a des possibilités, qui a des potentialités, qui a une jeunesse dynamique, qui a des cadres, malheureusement qu'on a envoyés à l'extérieur. Tous ces atouts-là nous permettent de régler facilement les problèmes qui se posent actuellement au Congo, à la condition que le PCT le veuille, à la condition que le PCT le veuille. Mais d'après ce que je connais, ce que je constate depuis longtemps, ils se campent dans leur fauteuil en disant, eh bien, nous, c'est nos enfants seulement, les enfants des autres, on s'en fout, parce que nous avons gagné notre guerre, nous avons nos armes, nous avons les hommes, et si vous nous bousculez, on vous fera voir ce que l'on sait faire. Voilà le discours de l'État PCT. Et à partir de ce moment-là, si je n'étais pas démocrate, si je n'étais pas républicain, j'allais dire que Gentil n'a qu'un œil. Ouais. Oui, là, vous parlez du parti au pouvoir. Je vous ai posé la question après avoir analysé, après avoir critiqué, constaté les choses qui n'allaient pas concernant les jeunes, concernant nos mamans, nos femmes que vous venez de commencer, vous venez de dire ici. Vous, en tant qu'acteur politique, quel est votre plan d'action? Qu'est-ce que vous pouvez dire si demain vous étiez aux responsabilités pour faire sortir ce peuple qui souffre, selon vous, dans la misère, dans le manque d'éducation, manque d'alimentation, manque d'eau, manque d'électricité. Quel est votre plan d'action? Parce que ce n'est pas Écoutez, aujourd'hui que vous faites de la politique. je ne Est-ce veux que pas. vous, en tant que Congolais, vous avez déjà essayé de faire, même à distance, auprès de ce peuple qui souffre? Écoutez, déjà dans l'opposition, j'ai fait beaucoup de propositions au président du PCT. Énormément. Pourtant, je n'étais pas obligé. Je lui ai fait des propositions de visu, de vive voix, en lui disant ce qu'il fallait faire. À l'époque où vous Maintenant, étiez en contact avec lui, bien sûr. maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, que j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on arrive à un compromis politique pour pouvoir mettre en place des solutions rapides pour pouvoir satisfaire les besoins vitaux, à savoir l'eau, l'électricité, les dispensaires, les écoles. Ça, c'est facile de le faire. D'une part. Et d'autre part, ce qu'il y a aujourd'hui à faire, vu l'état du pays, c'est d'arriver à rassembler toutes les forces vives de la nation à construire, pour qu'ensemble, nous nous mettons à bâtir, à travailler pour le pays. Si chacun reste chez soi, il est très difficile, en effet, d'amener le PCT
à la table des négociations. La seule chose qui impose aujourd'hui, qui est indispensable aujourd'hui, c'est que toutes les forces vives, ceux qui pensent que le Congo est en danger, nous devons nous retrouver au sein d'un grand rassemblement. C'est à cette solution dont je suis en train d'œuvrer pour que nous puissions arriver en face du PCT, en position de force, et pour pouvoir trouver, donc, apporter des solutions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières, aux populations du Congo. C'est de Est-ce que ça. vous avez déjà Est-ce que vous avez déjà contacté les autres partis de l'opposition par rapport à la solution que vous venez de nous dire? Est-ce que les autres vous suivent, par exemple? Je pense, oui, je pense que les autres me suivent. Il y a chaque chose a un temps, il y a des latences, il y a il y a eu des difficultés, mais je pense qu'aujourd'hui, les difficultés sont en train d'être aplanies, des réunions vont s'organiser pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant vers la constitution de ce grand rassemblement populaire qui pourra mettre en place une dynamique pour sauver le Congo. Je ne Oui, dis mais pas une dynamique, effectivement. je ne dis pas une dynamique pour faire la chasse aux sorcières. Je dis une dynamique pour sauver le Congo. C'est le Congo qui est en jeu, c'est le peuple congolais qui est en jeu, c'est le peuple, c'est la jeunesse qui est en train de se mourir. Et donc, c'est cette dynamique constituée par le grand rassemblement qui va se constituer, qui pourra le mettre en place. Oui, mais pardonnez-moi de revenir là-dessus, cette dynamique que vous venez de nous dire, je n'en disconviens pas, mais c'est que c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé avec cette dynamique. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à vouloir faire réunir l'opposition congolaise, à vouloir faire réunir tous ceux qui veulent le changement pour que les choses puissent peut-être essayer de bouger au niveau de notre pays. Les années passent, on est en 2024. Vous, vous êtes un homme qui a commencé à faire de la politique il n'y a pas un deux matins. Sûr et certain, ça fait très longtemps. Et on a parfois l'impression que vous criez dans le désert, vous prêchez dans le désert. Vous ne vous sentez pas ça, par exemple, que souvent vous parlez des choses qui sont vraies, mais les autres ne vous suivent pas? Non, ce n'est pas que les autres ne me suivent pas. Vous savez, dans le combat politique, il y a des latences. Il y a parfois, les wagons ont du mal à s'accrocher. Mais il faut de la pédagogie, il faut du temps. Je prends souvent l'exemple de la conférence nationale euh, où nous avons pris 4 ans pour arriver à la conférence nationale souveraine. 4 ans. Mais les gens nous disaient qu'on rêvait, que ce n'était pas possible. Hein? Et des gens aussi nous avaient dit que ce n'était pas la panacée. Et puis finalement, au bout de 4 ans, nous avons réussi à faire adhérer l'ensemble des citoyens congolais et les partis à l'intérieur du pays, ainsi que la jeunesse, les formations politiques et l'armée, à l'époque, l'armée populaire nationale, finalement, qui avait vu qu'il y avait intérêt à aller à la conférence nationale. Donc Alors, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a longtemps que j'ai commencé à appeler à l'union des forces. Il y a des réticences, évidemment. Les réticences, souvent, c'est dû aussi qu'il y a ceux qui ne veulent pas que le Congo change, ceux que le pouvoir nourrit. Ça, on ne peut pas l'oublier non plus, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu que le pouvoir nourrisse les gens pour retarder, pour que l'échéance n'arrive pas aussi rapidement. Mais j'ai bon espoir que cette fois-ci, c'est le bon moment parce que tout est possible.
Si on n'arrive pas à ça, beaucoup de choses peuvent arriver parce que tout est possible aujourd'hui. Et quand tout est possible, c'est là où il y a le danger. Alors, monsieur Modeste Boukadia, restez là, j'espère que vous m'entendez. Tout à l'heure, vous avez parlé de la jeunesse. On a parlé de la jeunesse, on a parlé de ces jeunes qui souffrent, qui cherchent du travail, qui ne trouvent pas. Mais je crois que vous êtes au courant, paradoxalement, bien sûr, que l'Agence congolaise pour l'emploi, ACP, a récemment ouvert un bureau de liaison à Paris, alors qu'il y a des jeunes Congolais qui sont à Brazzaville. Un bureau de liaison à Paris situé dans l'ambassade du Congo. L'objectif ici est de connecter les entreprises privées établies au Congo avec des salariés issus de la diaspora. Franchement, quelle est votre opinion à ce sujet? Pensez-vous que c'est une bonne initiative pour les Congolais de l'extérieur? En passant, je dis bien qu'il y a nos jeunes qui sont en train de souffrir et surtout que c'est l'année de la jeunesse. Écoutez, vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec la politique de la communication. Vous savez, il y a 1 an ou 2 ans déjà, ils avaient fait, je crois, un grand salon à Issy-les-Moulineaux. Qu'est-ce que ça donnait? Vous pensez que les jeunes qui sont en France ici ont besoin d'aller chercher du travail au Congo là-bas? C'est aux Congolais qui sont au Congo. C'est là-bas qu'il faut créer la bourse du travail. Hein? Ce n'est pas ici en France. Hein? Ils ont besoin également du savoir. Ils ont besoin également du savoir, ils ont besoin également des Congolais qui sont à l'extérieur, qui ont appris chez les autres de la technologie en informatique, en médecine et en électricité, et surtout qu'il y a des coupures de courant chez nous, il y a plein de choses où ils ont besoin des compétences de ces Congolais qui sont à l'extérieur pour aller travailler au pays aussi, hein, normalement. Monsieur Kodiaketo, je comprends ce que vous dites. Vraiment, je comprends ce que vous dites. Et je reviens à ce que je disais dès le départ. S'il y avait une réelle intention du pouvoir PCT de créer des emplois au Congo, ce pouvoir aurait commencé par mettre en place des centres de formation professionnelle. Au lieu de faire venir ceux qui sont ici à l'étranger, même si moi je suis pour la désimmigration, mais l'urgence consiste à donner de la formation professionnelle et donc de l'espoir à ceux qui sont sur place, ceux qui souffrent le plus que ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont à l'étranger ont des capacités de pouvoir survivre. Mais ceux qui sont au Congo, ils sont en train de mourir. Donc, ce sont les jeunes, les femmes et les personnes qui n'ont pas jamais eu d'emploi au Congo sur place, in situ. C'est à eux qu'on doit penser d'abord, en créant des centres de formation. Et à partir du moment où on crée des centres de formation, on installe les usines pour que ces jeunes sortants des centres de formation puissent avoir directement de l'emploi. Mais venir dire, nous allons mettre des entreprises ici, des centres de recrutement ici pour les jeunes qui sont spécialisés pour aller au Congo, ils vont aller travailler dans quelle structure, dans quelle usine, dans quelle société, hein? Commencez par dire à toutes les sociétés qui sont là-bas, des sociétés chinoises, des sociétés libanaises, commencez par leur dire, embauchez d'abord les Congolais, au lieu d'embaucher les étrangers. Commencez par faire embaucher les Congolais, avec des salaires. Mais au lieu de ça, on fait une politique de la communication, on vient installer une cellule au sein de l'ambassade, une ambassade d'ailleurs qui pratique la ségrégation. Hein? Si j'entends très bien, dans toutes les ambassades, quand vous partez dans ces ambassades-là, on vous demande de quelle région êtes-vous issu. Hein? Quand vous prenez l'ambassade de Cuba, par exemple, on vous demande de quelle région vous êtes. Hein?
Et quand vous dites que vous êtes de la région, par exemple, de Pointe-Noire, on vous montre la photo de Denis Sassou Nguesso en disant si on le connaît. C'est de ces ambassades-là dont vous me parlez. Des ambassades qui sélectionnent les citoyens qui vont dans ces ambassades-là. Enfin, dans quel pays on est là? Pensez-vous réellement, ce que vous êtes en train de dire, vous pensez que l'ambassade du Congo en France sélectionne ses citoyens? Pensez-vous réellement à ça? Pensez-vous que l'ambassade du Congo en France, Écoutez, dès que moi vous arrivez, non mais sérieusement, pensez-vous à ce que vous êtes en train de dire là, que l'ambassade du Congo, dès que vous arrivez, il sélectionne les citoyens congolais. Par rapport à quels critères d'ailleurs? C'est quoi les critères pour bon, sélectionner les Congolais je qui peux sont à vous dire tout l'extérieur? simplement, je peux vous dire tout simplement, il y a des Congolais issus de la partie sud du Congo qui ont demandé des passeports depuis longtemps qu'ils ne les ont pas. Vous pensez vraiment qu'il y a Ah des oui, Congolais aujourd'hui qui peuvent oui, venir il y a des témoigner, qui ont Congolais, demandé il y a et des, donc oui, ils n'ont pas eu ces passeports parce que l'ambassade a décidé de sélectionner. Est-ce que vous savez également qu'il y a des Congolais de la partie nord aujourd'hui qui n'ont pas aussi des passeports, par exemple, c'est Monsieur possible, Boukadia? c'est possible, Alors donc, c'est si c'est possible. possible, il n'y a pas Je, donc ce qui je, veut dire je qu'il n'y a dis, pas de sélection. mais ce que je sais, en ce qui concerne les passeports, il y a des gens qui sont ici en France qui n'ont pas de passeport congolais. Oui, et ça, tout le Parce monde que, le sait. On a tous du voilà. mal à avoir le Mais passeport congolais. Mais ce c'est que je pas vous dis, uniquement les gens du Sud. ce que je vous dis sur l'ambassade de Cuba, c'est avéré. Quand vous rentrez à l'ambassade de Cuba, on vous demande de quelle zone vous êtes issu. Alors, à partir d'un cas particulier, on peut généraliser. Donc, vous ne pouvez pas me dire, je ne suis pas fou pour dire des choses qui n'existent pas. Hein? Si je parle que à l'ambassade de Cuba du Congo, l'ambassade du Congo à Cuba, quand vous demandez des documents, on demande, on cherche d'abord à savoir de quelle région vous êtes, de quelle partie du Congo vous êtes. Et quand vous êtes vous dites que vous êtes de la partie sud du Congo, on vous montre la photo de Denis Sassou Nguesso pour savoir si vous le connaissez. Ça, c'est une réalité. Vous êtes un journaliste, faites des enquêtes. Donc, ne mettez pas en doute ce que je dis quand même. Non, Hein? j'essaie de comprendre, Donc, je ne mets pas en doute. bientôt vous allez mettre en doute quand je dis que le Congo héberge les gens du Hezbollah, du Hamas au Congo, et qu'ils ont des passeports diplomatiques et des passeports de service. Vous allez mettre ça en doute. Et vous allez Ben, mettre si aussi vous en doute parlez sur qu'il y a, certains, vous avez des preuves. Je mets pas en doute, et j'essaie de alors, comprendre. Et à un moment donné, vous parlez pour l'union des Congolais, vous êtes là pour unir, non pas pour diviser, à ce que je sache, honnêtement et sérieusement. Donc, je le pense comme ça, vous êtes un acteur politique pour réunir tous les Congolais de tous bords. Il y a des informations que vous connaissez en tant qu'acteur politique, peut-être que j'ai pas encore eu les informations par rapport à ça, mais j'estime par rapport à ce qu'on venait de dire concernant Paris, en France, l'ambassade du Congo en France. Je suis en France, je sais à peu près comment ça se passe. J'ai un peu du mal, permettez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous, de croire à ce que vous venez de dire. Sûr et certain, vous avez peut-être raison. Concernant la France, maintenant, s'agissant de l'ambassade du Congo-Cuba, ça, je ne sais pas. Sûr et certain, vous avez des informations. Et si c'est le cas, c'est triste, on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas, dans un pays comme le Congo, où il y a des ambassades, choisir quand on est du Sud, on ne vous donne pas le passeport, on vous demande d'abord de reconnaître la photo du président de la République. Là, il y a un problème. Il y a un monsieur, souci qui est grave. Et je pense monsieur, que si nos dirigeants sont au courant de ça, ils doivent prendre vraiment des mesures. Parce qu'on ne peut pas laisser les monsieur, choses se passer comme ça, M. Boukadia. monsieur Kodiaketo, quand je dénonce une situation qui est avérée, en quoi cela met en doute ma capacité à unir les Congolais? Parce que je pointe du doigt un mal profond, ça met en doute ma capacité d'unir les Congolais.
Moi, je pense que ceux qui mettent en doute, qui mettent en péril l'union du Congo, ce sont ceux qui pratiquent cette discrimination. Moi, je dénonce parce que je veux que tous les Congolais soient traités de la même façon. Comme j'ai dénoncé le fait qu'on ait pris en otage tout le pays. C'est ce que je dis. Et je ne suis pas là pour s'aimer la zizanie. Moi, je suis là pour apporter du fil et de l'aiguille pour coudre le tissu qu'ils ont déchiré. C'est ce que je dis. Et ça n'a rien à voir du fait que, en disant ça, je ne suis plus pour l'Union des Congolais. Et je sais que vous êtes très intelligent, vous comprenez. Je sais que vous faites votre travail pour pouvoir voir jusqu'où je peux y aller. Mais de grâce, ce que je dis, c'est avéré. C'est comme exactement ce que j'ai dénoncé il y a peu sur sur des Congolaises, puisque nous parlons de la fête des mères. Une femme qu'on a fait traîner pendant 9 ans pour une simple carte nationale d'identité. Hein? Et quand elle ne tenait plus, elle s'est mise nue telle qu'elle est née, et on récompense, qu'est-ce qu'on fait? On la jette en prison, parce qu'elle demandait une carte nationale d'identité pendant 9 ans. Le fait de dénoncer ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour l'union des Congolais. C'est toute ma vie, moi. Toute ma vie. Que vous Je me suis dénoncez là. battu pour la conférence nationale qui a pris naissance dans mon appartement pour unir les Congolais. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais changer. Alors, prenons Monsieur d'autres Modeste arguments. Kadia, donc je disais, ce que vous dénoncez là, ça se passe bel et bien au Congo-Brazzaville, hein, ça s'est passé, c'est notre maman, notre sœur, notre femme Clara qui effectivement a eu des soucis, hein, on a tous vu sur les réseaux sociaux pour sa carte d'identité pendant des années et en dénonçant ça publiquement, effectivement, a eu un peu, effectivement, on peut dire un peu de la colère, c'est normal, c'est humain. Donc il y a eu des axes de langage qui sont un peu partis ça et là. Mais bon, ce qu'on déplore, le fait de venir l'apprendre, l'amener, sans même que le procureur de la République, je ne sais pas si a dû diligenter l'enquête pour vérifier qu'est-ce qui n'allait pas réellement. Bon, c'est pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure, si le Congo était un pays caporalisé. Mais je veux revenir quand même, si vous me permettez, sur ce que vous savez, puisqu'on parle un peu des Congolais ici. Vous êtes là pour parler des Congolais, pour essayer de trouver des solutions pour les Congolais, parce que c'est votre peuple, c'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui essaie de s'en sortir. Vous le savez comme moi que les coupures d'électricité pendant plusieurs jours, particulièrement ces derniers temps, dans les quartiers nord, je dis bien dans les quartiers nord de Brazzaville, rendent la vie impossible des habitants, très difficile ces habitants-là. Ils ont du mal avoir l'électricité, ils ont du mal à regarder la télévision, à charger, je dirais, leur téléphone, à mener leurs activités quotidiennes. Franchement, j'ai envie de vous demander où va, bah, tout à l'heure, vous venez de dire que Total est parti voir le président pour nous dire encore qu'on avait encore de l'argent qui était là. Et j'ai envie de vous demander où va l'argent des Congolais. Quelle est votre opinion sur cette situation qui est depuis très longtemps dans notre pays et on remarque, on constate que ça ne finit jamais. Vous savez, M. Kodaketo, vous soulevez un problème crucial. En 2010, j'étais au Congo. J'avais négocié avec la société Bouygues. Et j'avais demandé au Congo de me vendre le barrage du Djoué afin que je puisse procéder par la société dont Bouygues, des spécialistes Bouygues m'avaient conseillé que c'était facile puisque la centrale qui est à côté de là où se trouvait
l'ancienne société de disques, pouvait être remise en état. 2010. Je fais la demande. Il y a le ministre des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouillard, qui dit non, 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 nous allons nous en charger puisque nous avons les financements de la BAD, de la Banque africaine de développement, en 2010. Alors que moi, j'avais déjà fait entamer les démarches ici en France. Je suis allé visiter une société dans le sud de la France, du côté d'Autorive, après Toulouse. Et puis, je suis allé jusqu'en Espagne pour voir comment on pouvait aménager le barrage du Dué pour qu'il soit effectif dans un temps très court. Et même depuis cette société, j'avais donné une interview à la radio, à la télévision de Maurice Nguesso. Ceci étant, mais jusqu'à présent, ce barrage-là ne fonctionne pas. Donc, vous voyez qu'il y a des propositions, des solutions qu'on peut apporter, mais chaque fois, on nous fait dire, ah non, mais il y a la BAD qui est là. Il faut aller s'endetter. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, le Congo est un grand producteur et du pétrole, et du bois, et de l'or, et du diamant, et j'en passe. Mais où va tout cet argent-là, au lieu de s'endetter? Hein? Et puis en plus, on n'a pas besoin, le Congo n'a pas besoin d'endettement pour s'en sortir. Hein? Vu la richesse qu'elle a, vu les terres arables dont dispose le Congo, on n'a pas besoin de s'endetter. L'endettement, c'est vraiment on montre la faillite de la gérance d'un pays, des dirigeants. Hein? D'ailleurs, ce que nous voyons aujourd'hui, on voit bien que cette équipe-là n'a plus de prise, elle est incapable d'apporter des solutions parce qu'elle n'y a jamais réfléchi. Hein? Donc, l'argent de la dette de produits pétroliers ou du bois et de l'or, ainsi de suite, il l'accapare, et puis pour faire vivre le pays, il s'endette. C'est la première fois que je vois, je suppose que ce sont des pères de famille qui vont s'endetter pour élever leurs enfants et l'argent dont ils ont besoin, ils vont le cacher. C'est la première fois. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail où va l'argent. Je pense qu'il y a des éminents confrères politiques, Mierassa, Mathias Nzon et autres, et Dembatello, qui ont fait des exposés brillants sur ces questions-là, pour ne plus revenir là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de faire les constats. Aujourd'hui, c'est de dire que le Congo est moribond et que nous devons le sauver. Nous devons le sauver, et pour le sauver, il nous faut nous retrouver. Parce que l'état dans lequel se trouve le pays, aucun parti politique tout seul ne peut y arriver. Il nous faut donc l'adhésion de tous les partis politiques pour pouvoir relever le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire la construction de la République. Monsieur Boukadia, vous restez là effectivement. Donc, on va effectivement essayer de parler de ce que vous venez de dire. Il faut que les acteurs politiques puissent se réunir pour essayer de regarder le Congo, notre très cher beau pays. Et vous le savez comme moi, je crois que vous l'avez même déjà parlé, puisque ça continue à faire débat. Je vais insister là-dessus. Et comme Likamwama Bele, comme on dit en Lingala, vous le savez très bien, au terme d'une série d'accords conclus avec Kigali en 2022,
le Congo va concéder plus de 22 000 hectares de terres agricoles au Rwanda pour 20 ans, voire 25 ans. Cette décision, on l'a vu sur les réseaux sociaux, suscite des vives critiques. Comment jugez-vous ces accords de concession de notre terre? Pensez-vous qu'il y a eu une violation de la souveraineté du Congo? Écoutez, j'ai déjà, je me suis déjà expliqué là-dessus. Un mot là-dessus D'abord, rapidement et on va passer. d'abord, je n'ai jamais vu cet accord cadre et j'ai déjà précisé. Les termes techniques sont très importants. Un accord cadre est un instrument financier. Et monsieur Kodeketo, vous êtes bien placé parce que vous êtes dans le secteur bancaire. C'est un accord financier. Un accord financier entre un donneur d'ordre et sur l'acquisition des marchandises sur un domaine bien particulier en dehors des terres. Et je signale aussi que ce fameux accord-là, cette société qui a signé des accords, il n'y a qu'un seul actionnaire. Et c'est ce seul actionnaire qui a signé avec un État, le Rwanda, sans pour autant que l'Assemblée nationale soit mise au courant, d'une part. Et d'autre part, sans pour autant que le peuple, qui est le réel propriétaire terrien, parce que l'État congolais n'est pas propriétaire terrien. L'État congolais est là pour garantir que ces terres ne soient dilapidées. Et donc, si l'actionnaire unique de cette société qui a signé les accords avec le Rwanda n'était pas en train de duper le Congo, il aurait pu demander à l'Assemblée nationale de convoquer tous les propriétaires terriens, c'est-à-dire le peuple congolais, à un référendum pour donner son accord. Contrairement à cela, on nous a pendu, soi-disant, des décrets qu'on n'a pas vus. Et d'ailleurs, je suis étonné, si effectivement il y a des députés au Congo, pourquoi les députés ne se sont pas autosaisis? Et puis, je suis aussi curieux de savoir, puisque tout le monde l'a vu, que Anatole Coliné Makosso a reçu les prélats pour leur montrer des documents sur lesquels ce n'était pas une session, c'était seulement, je ne sais pas. Alors, la question d'ailleurs que je me pose, pourquoi Anatole Coliné Makosso n'a reçu que les prélats? Parce que ce sont les seuls qui parlent au peuple de Dieu. Pourquoi pas les protestants? Pourquoi pas les Ngunza? Pourquoi pas les machuanistes? Pourquoi pas les salutistes? Et pourquoi pas les libres penseurs? Pourquoi seulement les prélats? Est-ce que les prélats sont partie prenante de ces accords-là? Hein? Et j'ai entendu dire qu'il y a un prêtre avec lequel j'ai parlé qui m'a dit: nous avons les pieds et les poings liés dans cette affaire-là. Et pour quelle cause? Hein? Moi, je pense que les prélats ne sont pas là pour gérer le patrimoine du Congo. Ceux qui gèrent le patrimoine du Congo, ce sont les partis politiques. Donc, M. Makosso aurait dû recevoir tous les responsables politiques de tous les partis politiques et de toutes les organisations. Pourquoi seulement les prélats? Est-ce que les prélats sont aussi responsables? Ils ont quelque affaire dans ce contrat-là, dont le seul actionnaire est le fils de Denis Sassou Nguesso.
Non, je crois que si Anatole Coloné-Makosso, que ce qu'il a montré au prélat, et j'étais même étonné que le prélat fasse le Ponce Pilate. Hein? Il fasse le Ponce Pilate pour des gens qui ont étudié la Bible, qui ont étudié la doctrine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que le Ils Ponce doivent se Pilate, trouver, pour vous, c'est quoi? pour les prélats qui ont fait Oui, la doctrine, qui sont avec la doctrine de Vatican aujourd'hui, c'est la théologie de la libération, c'est-à-dire rendre le peuple heureux. donc vous pensez Or qu'ils là, sont pas libres, c'est ça? ils ont adhéré à une politique qui rend le peuple de plus en plus malheureux. C'est-à-dire qu'ils sont Vous en pensez, contradiction. vous pensez, vous pensez qu'ils sont pas libres. Non, je ne pense pas qu'ils sont libres. Je ne sais pas, pourquoi ils ont les pieds et les poings liés? Est-ce que c'est par l'assassinat ils sont co-responsables de l'assassinat du cardinal Émile Biagena? C'est pour ça qu'ils se sentent redevables? Enfin, mais je dis que l'Église catholique au Congo n'est pas là pour gérer les problèmes du patrimoine du Congo. C'est de la responsabilité des partis politiques. Monsieur Makosso aurait dû recevoir tous les responsables des partis politiques pour étudier ces documents-là. Et ces documents, je le répète, n'obéissent pas à l'article 6, à l'article 219 de la Constitution, et je le redis que je n'ai pas voté. Hein? Et en même temps, vous me donnez l'occasion de poser cette question-là, parce que sur cette question de terre-là, on nous dit que les Rwandais sont là pour une autre raison. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'un côté, les supporters du fils de Denis Sassou Nguesso disent que non, c'est les Rwandais qui sont là, c'est pour venir assurer lorsque le fils va tuer son père, comme ça ils auront la maîtrise. Mais en même temps, le père, semble-t-il, veut aménager la Constitution pour confier la vice-présidence à ce fils qui veut le tuer. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, sur cette question de terre, si réellement il n'y a rien à cacher, l'article 219 de la Constitution doit s'exercer, c'est-à-dire demander aux propriétaires terriens, c'est-à-dire le peuple congolais, de donner son avis. Dans le cas contraire, puisqu'il faut être clair là-dessus, dans le cas contraire, il n'y aura pas de continuité de l'État sur ce dossier-là. Donc, s'il y a le Rwanda à miser là-dessus, il n'y aura pas de continuité de l'État sur ce dossier bien précis. D'une part. Et d'autre part, je m'étonne aussi que le Rwanda s'amuse à cela. Comment se fait-il que le Rwanda, Paul Kagame, va signer des accords avec la Grande-Bretagne pour faire venir des Afghans chez lui, hein, des hommes, hein, qui vont certainement saccager les femmes, les Rwandaises là-bas. Et pendant ce temps-là, M. Paul Kagame déplace sa population vers la RDC et vers le Congo-Brazzaville. C'est la première fois que je vois un président qui dit non, ma population peut se déplacer pour aller vivre ailleurs et moi je prends des Afghans pour venir. Ce qu'il fait, ce que fait M. Paul Kagame, ce n'est ni plus ou moins que la recolonisation de l'Afrique. Il devient un agent qui recolonise l'Afrique. Alors que il y a des panafricanistes qui se disent, qui sont contre la colonisation française,
qui sont contre l'esclavagisme proféré par la France. Mais il laisse Paul Kagame recoloniser l'Afrique par les Afghans. C'est quoi ça? Monsieur, Bokadi, on va continuer avant que je puisse passer effectivement le micro à Passema. Rapidement, on va changer de chapitre. On va essayer de parler effectivement de la démocratie dans notre pays en faisant un peu de la comparaison avec d'autres pays, par exemple comme le Sénégal. On sait aujourd'hui que le Sénégal a une tradition démocratique. Ça a été démontré tout récemment. Alors, j'ai envie de vous demander tout simplement, pensez-vous qu'un changement de cette nature, je dis bien de cette nature, pourrait se produire un jour au Congo? Je vous pose cette question pourquoi? Parce que selon moi, j'estime, j'ai essayé de regarder les acteurs politiques, je dis que les acteurs politiques de l'opposition sont souvent en manque de vision parce qu'ils sont divisés. Vous profitez, quand je parle de vous, je fais allusion uniquement à vous, pas à vous, je parle vraiment des acteurs politiques de l'opposition, surtout le chef de file de l'opposition au niveau du Congo-Brazzaville. Vous profitez de votre situation confortable, mais vous ne vous préoccupez pas de l'avenir du pays. Au jour d'aujourd'hui, au moins 47% des 5,7 millions d'habitants ont au moins 18 ans, c'est-à-dire que c'est des jeunes. C'est la jeunesse que vous étiez en train de parler aujourd'hui, selon la Banque mondiale. Qu'en pensez-vous de cette situation? Vous savez, je l'ai déjà dit, je suis un démocrate et un républicain avéré. Et mon combat a toujours été d'amener à la mise en place de la République et que l'État devrait participer à la consolidation de cette République pour que plus tard nous arrivions vers la nation. Pour l'instant, ce sont des éléments de langage que nous avons, que nous utilisons, mais nous ne sommes ni dans la République, ni avec un État, et encore moins la nation congolaise. C'est en devenir. C'est pour ça que tout le travail que nous faisons, tout ce qui s'est déroulé au Congo depuis la proclamation de la République le 28 novembre 1959, 1959, oui, jusqu'à maintenant, les drames que nous avons connus, les situations difficiles que nous avons connues, les tiraillements que nous avons connus, les hécatombes, tous ceux qui sont tombés de manière consciente ou inconsciente ont concouru à l'avènement de la République. Les pères fondateurs ont eu la vision, mais n'ont jamais réalisé cette vision-là. Et donc, c'est à nous, c'est à la jeunesse, c'est aux hommes et les femmes du Congo de relever ce formidable défi qui est celle de la République. Figurez-vous, M. Kodeketo, qu'à l'époque, on ne fêtait que le 13, 14, 15 août. Moi, je me suis toujours opposé à cette fête-là parce qu'elle était vicieuse. Et je me suis battu pour qu'on supprime cette fête du 15 août parce que non seulement on est indépendant de manière formelle, mais on ne l'est pas. Mais par contre, ce qui existe, c'est la proclamation de la République. Et je me suis battu, vraiment. Et là, pour une fois, je peux reconnaître quelque chose de positif à M. Sassou, c'est d'avoir finalement inscrit la fête de la République. Et ça, je lui suis gré. Et cette République-là, maintenant, il nous faut travailler, œuvrer pour qu'elle devienne le soubassement de la nation à construire. C'est par là que finalement, nous arriverons à l'expression démocratique
d'accession au pouvoir. Et je pense que cela est possible. C'est pour ça que j'ai toujours proposé que je n'aime pas certaines voies qui sont très difficiles, et qui avalent nos enfants, qui avalent tous ceux que nous aimons. Parce que quand vous faites un coup d'État, vous êtes content, mais de l'autre côté, on perd des êtres chers. Et ça veut dire que les autres aussi, ils vont avoir l'esprit de reconquérir pour pouvoir venger leur mort. Alors que si nous arrivions à ce qu'à l'époque, que M. Sassou avait accepté en 2013, avant qu'on ne me jette en prison, le Kanza, que nous devons aller au Kanza, nous devons aller au Mbongi. Petit à petit, nous arriverons à une transmission de la gestion du pouvoir sans pour autant que ça crée des cristallisations. On ne peut pas confondre avec le Sénégal ou le Mali ou le Niger ou le Burkina Faso où il y a eu des mutations, ou même le Gabon, parce que ces pays n'ont pas connu des drames, des tragédies. Parce que ces pays n'ont pas été aussi profondément divisés que le nôtre. Au nôtre, il y a eu d'abord une division nord-sud. Et puis aujourd'hui, c'est des divisions nord-nord, des divisions sud-sud. Mais maintenant, même à l'intérieur des départements, on est en train de détricoter pour que ça devienne plus petit, pour que les tribus restent entre eux. C'est ça le drame du Congo qui ne peut pas se comparer avec les autres. C'est pour ça que, même si cela me prend du temps, comme vous le dites, depuis toujours, j'ai œuvré à ce qu'on aille, on règle le problème en bon africain, c'est-à-dire on s'assied, on se parle. S'il faut s'engueuler, pardonnez-moi le terme, on s'engueule, mais sans pour autant se donner de coups de poing. À ce moment-là, on règle le problème, et à l'amiable, comme on dit, et sans pour autant arriver à la chasse aux sorcières, parce que c'est toujours délicat, toujours difficile. Et à ce moment-là, les règlements de compte, ça viendra toujours. Donc, c'est pour ça que je dis à monsieur Boukatia, Colini Makosso, qui allez-y. pense qu'il peut rester au pouvoir jusqu'en 2031, il se trompe. Ah d'accord, parce que vous pensez effectivement qu'il y aura un changement, vous voulez aller lentement mais sûrement, pas de force, pas de coup d'État, dialoguer, mais quand on dialogue, il faut dialoguer avec des personnes qui veulent vous écouter, vous le savez très bien en politique. Si vous dialoguez avec des personnes qui ne veulent pas vous écouter, ça va être difficile. Lorsqu'on parle de l'opposition, qui est un peu ça, vous le savez très bien, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique de l'opposition, on a comme l'impression, je dis bien, comme l'impression que l'opposition n'existe quasiment pas. Ceux qui sont là, ils sont déjà dedans. Comme je disais tout à l'heure, ils sont assis tranquillement, ils s'occupent même pas du peuple lambda qui est en train de souffrir. Donc, quand on regarde au niveau de la diaspora, c'est un peu compliqué, et vous le savez aussi très bien. Donc, à partir de là, comment faire pour bouger les lignes? Et sur quoi? Je voudrais vous dire que, vous le savez comme moi, que le chef de l'État, donc M. Denis Sassou Nguesso, âgé de 80 ans, a dirigé le pays une première fois sous le régime du parti unique, donc de 1979 à 92, que vous êtes battu pour la conférence nationale, puis est revenu au pouvoir après une guerre civile en 97, qu'on déplore, qui était vraiment difficile pour nous les Congolais. Après 40 ans accumulés, s'il faut dire les choses comme ça, au pouvoir, les prochaines élections présidentielles prévues pour 2026, mais on le sait tous, on peut penser à croire que
le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, sera un nouveau candidat. Quelle est votre position à ce sujet? Puisque vous dites en 2031, mais d'abord, il y a 2026 qui est là. Pensez-vous que cette fois-ci, vous allez accepter qu'il puisse être encore candidat et gagner peut-être, et que le peuple congolais puisse, par exemple, le voter encore une fois? D'abord, je voudrais faire une précision, Allez-y. apporter une rectification. Il n'y a jamais eu de guerre civile au Congo. Moi, je n'ai jamais vu les populations de toutes les contrées prendre des armes et s'entretuer entre eux. Donc, c'est un défaut de langage. Il y a eu un pouvoir qui a pris les armes pour faire la guerre aux civils. C'est pour ça que je condamne toujours ceux qui pensent qu'ils ont gagné une guerre. Ils ont gagné leur guerre parce que c'est un langage qui correspond à des étrangers qui viennent, qui font la guerre aux autochtones. Ils ont gagné, ils s'asseyent, ils disent nous avons gagné notre guerre. Et ils ajoutent encore nous avons des hommes et des armes. Ça veut dire que si vous protestez, eh bien, nous avons le nécessaire. Donc ça, c'est un langage qui ne correspond pas à un vivre ensemble. C'est un langage guerrier. Et je voudrais vous signaler, Monsieur Kodeketo, vous savez, vous voyez les choses qui se passent au Congo. Il y a des jeunes qui ont manifesté, qui ont descendu le drapeau du Congo pour mettre leur drapeau noir, c'est-à-dire, on peut dire, le drapeau de corsaire. Vous avez vu des jeunes dire 2024, c'est l'année de la souffrance. Hein? Vous avez vu des jeunes qui manifestent un peu partout. S'il y a l'addition de toutes ces manifestations-là, c'est des petites rigoles qui vont donner des petits cours d'eau. Les petits cours d'eau, ça va donner des fleuves. Et les fleuves, ça va donner l'océan. Ouais, ben Vous jusqu'à êtes quand, sûr que pardonnez-moi. vous êtes sûr que avec ces ruisseaux-là, nous arriverons en 2026? Ben, Je ne 2026, parierai c'est pas. demain. Je ne Monsieur parierai pas. Boukadia, Monsieur Boukadia, 2026, c'est demain. Pardonnez-moi, excusez-moi, vous le savez comme moi que en 2016, quand il y a eu, je crois 2015-2016, quand il y a eu le changement de la Constitution, on a vu la jeunesse. En 2021, là, ou 2022, quand il y a eu des élections, on a vu la jeunesse. En 2024, là, on est en 2024. En 2026, ça va être là. On verra également la jeunesse. Mais le président de la République, vous pouvez le comprendre et puis peut-être l'accepter que la Constitution d'aujourd'hui le permet à se positionner s'ils le veulent. Et Mais, puis, c'est mais, au peuple de décider, mais n'est-ce pas? je n'en disconviens pas. Ça, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Le mien, c'est de savoir ce que le Congo va devenir aujourd'hui jusqu'en 2026. C'est ça. Est-ce que le Congo va être un chaos comme ça jusqu'en 2026? On ne sait, on est sûr de rien. On est sûr de rien. Parce que nous sommes dans une zone de turbulence. Vous savez, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Donc, je suis content. Tant mieux s'il veut arriver en 2026. Je le lui souhaite, mais c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Donc, moi, je pense Alors, que... Monsieur Boukadia, nous allons effectivement passer à notre deuxième étape. Je vais vous mettre en face de Monsieur Passema, qui nous a écouté attentivement. Sûr et certain, il a dû noter des choses qu'il a envie de revenir là-dessus pour vous poser deux ou trois questions, parce qu'on va aller aussi vers la fin de notre émission. On a commencé un peu tard. Vraiment désolé encore une fois pour les téléspectateurs. Vous êtes sur Afrique Elite TV, la télé sur le web, pas comme les autres ici. C'est votre chaîne d'opinion et vous avez la parole. Alors, on va passer la pub rapidement et puis après, Monsieur Passima va rentrer au studio pour parler effectivement avec notre invité de ce soir, Monsieur Modeste Boukadia.
opposant au président de la République, opposant au Parti congolais du travail. Et donc voilà, c'est lui qui veut le changement, mais il n'y a rien qui change depuis toujours. On passe par la publicité. Afrique Elite TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Libre Parcours. Alors, Monsieur Passema, bonsoir et merci d'être là. Merci vraiment beaucoup d'être là pour essayer de poser des questions ou essayer de rebondir par rapport à ce que notre invité de ce soir, Monsieur Modeste Boukadi, a pu dire depuis qu'on a commencé, je dirais, notre entretien, enfin notre échange, bien sûr. Monsieur Passema, à vous la parole. Bonsoir, Monsieur Bokadia, et bonsoir, Keto. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Passema. Monsieur Bokadia, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention. J'apprécie votre observation de la situation du Congo, sur laquelle je ne vais pas tellement revenir. Vous avez fait un constat assez méticuleux. La situation du Congo, comme celle des pays voisins, je prends le cas de la Centrafrique, par exemple, qui est juste à côté, est particulièrement alarmante. Vous avez relevé un certain nombre d'aspects. Vous n'avez pas eu le temps de faire allusion à la situation de ces enfants congolais abandonnés à leur propre pauvre sort, munis de maquettes, qui découpent des gens, qui se livrent à la consommation de stupéfiants. Mais tout ceci n'est que la conséquence de ce que vous avez évoqué. J'ai observé que vous êtes animé de très bonnes intentions de régler les crises politiques, économiques, sociales et financières du Congo. La question vous a été posée par Keto. Quelles sont les mesures concrètes qu'à travers votre parti, qui est le cercle des démocrates et des républicains congolais, vous comptez prendre? Parce que je pense qu'il est judicieux et d'ailleurs très très important. Si on veut mobiliser les Congolais, ce n'est pas uniquement les hommes politiques de l'opposition, puisque, en tant qu'opposant, le premier vers lequel on se tourne, c'est l'opposition. C'est d'abord les Congolais. Peu importe les partis auxquels ils appartiennent. La question est de savoir, ce qui me préoccupe, c'est de savoir quels sont les efforts entrepris pour faire adhérer massivement les Congolais au cercle des démocrates et des républicains congolais, de s'approprier le programme politique de rechange qu'a probablement élaboré le cercle des démocrates et républicains. Donc, quelles sont les mesures que vous prenez pour mobiliser du nord au sud, d'est en ouest, les Congolais, afin que le cercle des démocrates et des républicains congolais puisse se tailler une place importante au sein de l'opposition, afin de mobiliser les Congolais pour aller vers ce que vous avez évoqué, soit Paul Jalère, l'organisation d'une deuxième conférence nationale souveraine, cette fois-ci en prenant les dispositions pour que le rapport de force soit en votre faveur. J'ai dit. Je voudrais vous remercier, M. Passema, de ce résumé qui retrace
qui fait le point de ce que j'ai dit. Effectivement, comme je l'ai souligné, vu l'état du pays, il serait hasardeux de dire qu'un seul parti politique est en mesure d'apporter des solutions. C'est pour cela qu'il y a eu un temps, j'avais proposé une conférence internationale qui aurait été précédée par une table ronde pour mettre en place les éléments indispensables qui devaient être débattus au niveau de la conférence internationale pour pouvoir mettre en lumière les sujets sur lesquels tous les partis politiques devraient être d'accord pour relancer la machine institutionnelle, la machine administrative et la machine économique. Parce que au niveau du CDRC, nous estimons que la tâche est tellement importante que c'est être démagogique de dire que voilà ce que nous proposons comme mesure. Nous avons le parti en tant que tel a son programme particulier, mais ce programme-là est pour le parti politique, est pour le parti, mais pour la nation dans le cadre du rassemblement que je propose, c'est de faire une synthèse de tous les programmes pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, en ce qui me concerne en tout cas, ce que je propose, c'est d'abord asseoir des institutions qui permettent la mise en place d'une légalité et d'une légitimité. À partir de ce moment-là, nous pouvons donc travailler pendant une période de transition que j'avais estimée, que j'ai proposée d'ailleurs, qui serait de 5 ans, qui serait pour que les gens s'habituent de nouveau à vivre ensemble, à travailler ensemble. Parce que pour l'instant, les gens se sont mis à travailler de manière microscopique, c'est-à-dire chacun dans son petit coin, avec sa petite, son ethnie ou sa petite tribu. Il nous faut donc, et c'est le travail en tout cas que j'ai fait, que j'avais lancé il y a quelques moments, j'avais lancé ce qu'on appelait des réunions de régions avec des cahiers de charges. Chaque région devait recenser ce qui était essentiel pour elle et le mettre en commun pour que ça constitue un programme d'adhésion nationale. Voilà comment j'avais estimé, j'avais fait les démarches pour aller vers les autres partis. Et donc aujourd'hui, ce qu'il y a lieu, c'est de rassembler, toujours dans la même mouvance, mais d'aller d'abord à l'unisson dans le combat politique. Bien. Pour aller vite et terminer puisque le temps avance, en 2026, il va y avoir des élections au Congo. Comme je l'ai dit tantôt, je souscris à ce que vous dites. Mais par contre, il y a une échéance. La démarche aurait été que des dispositions soient prises. Maintenant, donc ceci nécessite des sacrifices de la part des uns et des autres. Pour qu'en 2026, l'ensemble de l'opposition congolaise soit en mesure de proposer aux Congolais une alternative véritable. Au cas où, ce qui est très probable, où M. Denis Sassou Nguesso se présente à l'élection présidentielle pour l'emporter. Et je suis d'accord avec vous, il faudrait éviter des affrontements inutiles. Le Congo l'a déjà vécu, et on a souffert. Il n'est pas question de confier cela. Et c'est là que je reviens aussi pour dire que les mesures à prendre au niveau du cercle démocrate et républicain pour faire de ce parti un parti fort,
qui puisse attirer vers lui les autres partis de l'opposition, afin que vous puissiez le plus rapidement possible vous mettre d'accord sur la stratégie à adopter. Et donc, la conférence, la table ronde, oui, la conférence internationale, bien sûr, mais tout ça, il ne faudrait pas que ce soit reporté sur des calendriers grecs, parce que le peuple congolais n'attend pas. Qu'en pensez-vous? Oui. En tout cas, l'urgence aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de rassembler les Congolais, de faire les démarches pour retrouver tout le monde, de telle sorte que nous puissions aller ensemble vers la constitution d'une force. C'est celle-là l'urgence. C'est à cela que je m'attelle, c'est à cela que s'attelle le CDRC. Très bien. Je pense que au moins d'ici la fin de l'année prochaine, ou plus tard, si que vous deviez arriver à obtenir ce qu'attendent les Congolais. Parce que les Congolais attendent à ce que les organisations politiques de l'opposition puissent se mettre au travail, et ceci de manière soudée, pour leur donner un brin d'espoir, leur permettant d'abréger le cours de l'histoire du Congo. Là, je peux me permettre de vous faire confiance à la matière. En tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel solennel à tous les partis politiques du Congo. Et ce, quelle que soit leurs obédiences, de nous retrouver afin que nous mettions en place cette stratégie de large rassemblement des forces vives du pays. Comme venait de le dire M. Passemont, si nous n'y arrivons pas, le peuple ne nous pardonnera pas. Et nous devons relever ce défi-là. Et je suis disposé pour que nous arrivions à la constitution de ce grand rassemblement de forces vives du pays pour relever, pour amener le peuple à l'unisson, à l'union nationale. Parce que c'est la seule voie possible qui nous garantisse réellement la paix et la tranquillité. Alors, c'est la seule voie possible, effectivement, vous venez de le dire. Je crois que les autres vont vous suivre, ils vont vous regarder, peut-être qu'ils vont chercher à se rapprocher envers vous pour essayer que vous puissiez trouver des stratégies que d'ailleurs depuis très longtemps que vous cherchez, mais que vous y arrivez toujours pas. Cette fois-ci, en tout cas, j'espère que vous allez vraiment vous en sortir. Monsieur Boukadia, quelle est la position de Modeste Boukadia, bien sûr, puisque vous êtes là concernant, j'allais dire, l'obus tombé à Brazzaville suite à une tentative de coup d'État en RDC. Y a-t-il une crise diplomatique entre les deux Congos au moment où je parle? Vous savez, c'est compliqué ces affaires-là. C'est très, très, très compliqué. Ce que je constate, vous savez, le président Félix Tshisekedi était en Europe, en France. Oui. Il a joué au football, il a été gardien de but. Il a réussi sa diaspora également. Quand il a été gardien de but, c'est quand vous êtes gardien de but, vous observez tout le stade. Hein? Et ensuite, il est rentré, il est allé voir son homologue à Oyo, où ils ont festoyé, ils ont eu un tête-à-tête, et ce sont deux pays qui se connaissent. Et à son retour de RDC, on entend qu'il y a eu un coup d'État. C'est problématique. C'est problématique. Et surtout qu'avec ce coup d'État, aucune frontière n'a été fermée. Et enfin, je note que, vous savez, j'ai toujours dit, je suis féru de l'histoire. Quand j'ai regardé ces éléments-là, ça m'a rappelé
l'histoire de Moulélé en 1968 et de Diawara. Et aussi, ça m'a rappelé... Parce que tout le monde, excusez-moi, tout le monde ne connaît pas l'histoire de Moulélé, surtout les jeunes de maintenant. Nous autres là, par exemple, puisque quand ils étaient là, j'étais peut-être pas encore là. Et également Massamba Deba. Est-ce qu'en un mot, rapidement, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs c'est quoi cette histoire-là pour qu'on arrive à passer à une autre question et puis je donne la parole à M. Passeba. Et ensuite, ça rappelle aussi l'histoire du capitaine Pierre Kiganga. Donc, c'est quand même curieux. Pierre Moulélé, c'était un deal qui était entre Mobutu et les autorités de Brazzaville. Et bon, voilà, c'est pas la peine de revenir, mais l'essentiel, c'est ça. Et c'est quand même curieux. Pierre Kiganga quitte Kinshasa, il vient à Brazzaville, il est assassiné parce qu'il avait fait confiance aux officiers du Congo. Christian Malanga quitte Brazzaville, il va à Kinshasa, il va se faire assassiner parce qu'il avait fait confiance aux officiers de Kinshasa. Mais ça n'a pas été démontré qu'il venait de Brazzaville. Hein. Ça n'a pas été démontré. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des traces qui venaient vraiment de Brazzaville. Hein. Monsieur Boukadia, vous êtes un acteur politique quand même. Vous ne pouvez pas dire des choses où vous n'avez pas vu. Ça n'a pas été démontré, sûr et certain. Ça n'a pas été démontré que ça venait de Congo-Brazzaville. Je vous laisse ça n'a jamais été... Moi, j'aimerais voulu savoir. Vous êtes journaliste talentueux. J'aimerais que vous fassiez une enquête là-dessus. Et nous en rediscuterons. D'accord. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est dit dans le huis clos? Vous pensez qu'il y a eu vraiment un coup d'État? Monsieur Félix Tshisekedi vient en France, où il est un gardien de but, où il observe tout. Au lieu d'aller directement dans son pays, et pendant qu'il est gardien de but, on est en train de tuer des bébés à Goma. Il va directement au Congo, à Oyo, et c'est lui qui devient l'hôte. Il n'est pas l'autre. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas l'autre. C'est lui qui est l'hôte, qui reçoit monsieur Denis Sassou Nguesso à un gala, à un dîner. Et il rentre, il y a un coup d'État. Alors, admettons. D'accord, il y a un coup d'État. Pourquoi ils ont voulu tuer Vital Kamerhe, qui n'était ni ministre de la Défense, ni ministre de la Sécurité? Si on avait eu peur pour qu'il alerte les services, les militaires, il n'était rien. Pourquoi on a voulu l'assassiner d'abord? C'est pas qu'il était rien, il était ministre de l'économie au rang du Premier ministre quand même. C'est pas rien. Et puis c'est un influent. Tout le monde connaît Vital Kamerhe, honnêtement et sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, après, la question est de savoir, donc nos deux présidents, ils sont en train de jouer à quoi? Parce que là, il y a eu des morts quand même. Hein? Monsieur Kodiaketo. Oui. Dans ces genres d'affaires, on ne fait pas de l'amateurisme. Je vous donne des éléments pour pouvoir apprécier s'il y avait, oui ou non, un coup d'État. Moi, la question que je me pose, puisque il semble-t-il y avait des coups d'État, on a attrapé des gens vivants. Pourquoi on les a liquidés après? Alors qu'on les a attrapés, il fallait les interroger. La question que vous aurez dû me poser, pourquoi on a liquidé les gens? Et j'allais vous dire pour que la vérité n'éclate pas. D'accord. OK. Alors, vous étiez en train de parler tout à l'heure là concernant, puisque par rapport à ce que M. Passema a dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il est peut-être grand temps que l'opposition congolaise, les forces vives, ceux qui veulent le changement, puissent se retrouver sérieusement, parler des problèmes du Congo. Alors, je crois que vous êtes au courant qu'il existe à Paris, ici, une organisation appelée la Résistance citoyenne patriotique qui, pour le mois de juillet 2024, elle prévoit d'organiser les assises de l'université d'été de la résistance et de l'opposition. Êtes-vous au courant de cette initiative et
avez-vous été contacté en tant que président du CDRC, un parti qui se reconnaît comme une partie de l'opposition congolaise? Vous savez, je reçois beaucoup d'informations. Effectivement, j'étais au courant. Mais je suis sûr que Est-ce que vous allez participer? Bien sûr, je sais qu'on va m'inviter, oui. Est-ce que vous seriez là? Parce que je viendrai uniquement pour vous. Est-ce que vous seriez là? Parce qu'on a remarqué, vous avez des bonnes idées, mais généralement, vous ne venez pas dans ces genres d'endroits. Et c'est ce qu'on a constaté, en fait. Est-ce que vous seriez là? Parce que moi, je viendrai. J'irai poser mes questions avec mon micro. Est-ce que vous seriez là? J'attends les invitations et je pense qu'on va Est-ce que m'envoyer vous seriez là? Vous seriez invité, je suis sûr que vous seriez invité. Est-ce que vous seriez là? Si je reçois l'invitation, je serai là, oui. Vous savez, D'accord. vous savez quand nous avons commencé les démarches de l'Union des Congolais, j'ai toujours invité les gens. Je ne me suis jamais démarqué de quoi que ce soit. À mon QG, il y avait tout le monde, toutes les composantes, et même ceux du Congo. Hein? Donc, moi, je réponds aux invitations. Malheureusement, vous savez, on a beaucoup d'obligations. Quand on a des invitations à temps, on cale les agendas. Mais on ne peut pas vous prendre du jour au lendemain, il faut venir. Quand il s'agit du pays et si ça nécessite vraiment les affaires du pays, depuis que vous avez commencé, quand on vous entend, quand il s'agit du pays, même si on avait des agendas, honnêtement, à un moment donné, on laisse les agendas parce que c'est les affaires du pays. Donc, il faut être là pour défendre, pour mettre des stratégies parce que quand vous n'êtes pas là, c'est difficile, Monsieur Boukadia. Monsieur Passema, vous avez mot à dire là-dessus? Monsieur Boukadia, je pense que, et j'insiste là-dessus, je vous le disais tout à l'heure, le cercle démocrate et républicain congolais, en dehors de vous qui êtes le président fondateur, doit se démarquer du PCT et avoir une multiplicité de représentants. De telles initiatives, j'ai été informé de ce dont on parle, Keto. Je pense qu'il est important que le CDRC soit représenté à cette initiative, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre. Parce que c'est important. Parce que vous avez des qualités que j'apprécie. Nous sommes des humains. On ne peut se suffire à soi-même, sauf à être une brute, ou ce que d'aucuns appellent un dieu, ce qui n'est pas le cas. Si nous voulons aller de l'avant, les organisations que nous animons doivent être dotées de femmes, d'hommes congolais, en nombre suffisant, qui partagent les idéaux du CDRC et qui soient mobilisables à tout moment, de sorte que si vous avez une seconde d'assouplissement, eh bien, il y en a plusieurs dizaines qui sont prêts à vous représenter. C'est très important. Et c'est ainsi que vous pouvez aller vers le rassemblement des autres forces. Et j'ajoute là-dessus que mon idée serait que vous puissiez réunir toutes les forces d'opposition et envisager une rencontre avec les partis dites de la majorité au cours ce que vous appelez la table ronde, ou une rencontre, pour que les Congolais sachent que, oui, ils ont affaire à des concitoyens responsables qui ne sont pas animés d'une certaine quelconque animosité, mais qui sont disposés à travailler pour les Congolaises et les Congolais. C'est entendu. Vous avez dit, c'est entendu. Alors, donc, je crois que M. Boukadia a entendu, mais ça va être difficile de réunir l'opposition et
et la majorité présidentielle et pour essayer Ça de parler de viendra, pas ça de droit. viendra, ça Ça va être viendra, très difficile. ça Connaissant la viendra. majorité présidentielle, eux, ils estiment qu'ils n'ont rien à voir avec l'opposition, malgré que l'opposition essaye de faire quelque chose, mais ça va être compliqué. Bon, on espère et je crois. Alors, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Monsieur Boukadia, j'ai ouï dire, je dis bien, je crois par vous, j'ai ouï dire que le président Denis Sassou Nguesso n'était pas congolais. Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas congolais? C'est un centrafricain. Oh, je n'en sais rien. Ah, mais Je n'en oui, sais mais rien. c'est, quand j'ai dit j'ai ouï dire, j'ai entendu, vous avez passé, il y a quelques jours de cela, chez un de mes confrères, comme on dit, entre Non, nous, non, et que non. vous avez parlé de ça. Et je dis j'ai ouï dire, Non, j'ai pas dit que vous avez dit, vous avez apporté les propos de quelqu'un que vous non, avez non, 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 entendu. non, non, Vous non, avez dit que non, non. il semblerait que j'entends Monsieur, ceci, que le président, soi-disant, non, il n'est non, pas non. congolais. Alors, moi, je vous Monsieur, repose la question, est-ce que le président de la République, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, n'est pas congolais, selon vous? C'est oui ou non, c'est simple, et puis on passe. Est-ce c'est qu'il n'est là pas où congolais? c'est là, nous sommes dans un débat télévisé. Nous ne sommes pas dans un forum ou dans une grande, je ne sais pas, conférence. Monsieur Denis Sassou Nguesso est un acteur politique. Donc, ce n'est pas la peine de lui ajouter tout ce que vous dites là. Non, J'ai mais dit ça ne vient pas ceci. de moi. Vous l'avez dit, vous le J'ai dit reconnaissez, ceci. vous l'avez dit. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci parce que j'ai dit de la manière dont c'est géré le Congo. Quand on dit il y a le CFCO qui est là, qui est un réseau de transport de marchandises et de biens, qu'on le laisse en lambeaux et qu'on remplace avec l'argent public une société privée qui se prénomme Congo Océan pour aller de la partie nord vers la partie sud, c'est irresponsable. Et donc, parce qu'il faut faire très attention, quand des gens disent nous avons gagné notre guerre et que nous avons des hommes et des armes, ce ne sont pas des propos que des autochtones, des compatriotes peuvent tenir. Il n'y a que des étrangers qui peuvent tenir ces propos-là parce qu'ils disent, après tout, qu'est-ce que vous allez faire? Et j'ai dit, je comprends quand des compatriotes disent que M. Sassou n'est pas congolais. Parce qu'ils ne sanctionnent pas les gens qui disent, nous avons gagné notre guerre. C'est ça. C'est en français. Vous comprenez. Je parle en français là. Je comprends le sens aussi, hein. Je comprends le sens. Vous Voilà, comprenez, donc, vous parlez, mais vous, en tant qu'acteur politique, pas le moindre, monsieur Boukadia, vous comprenez, je peux comprendre, mais vous ne pouvez pas oser, malgré que vous comprenez, dire ce genre de choses, parce que ces acteurs-là que vous avez entendus, c'est peut-être qu'ils sont en colère, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais vous, en tant qu'acteur politique, de votre acabit, permettez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous, vous ne pouvez pas dire que je comprends les gens là qui ont dit que peut-être par rapport à tous les arguments que vous venez de dire, M. Boukadia, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi, solennellement, je vous pose la question, très honnêtement, vous-même, vous pensez à quoi là-dessus? Est-ce que selon vous, en tout cas, ma question est simple, c'est vraiment simple. Là, ce n'est plus je comprends ce que les gens ont dit. Ma question en tant que journaliste par rapport à ce que vous avez compris est de savoir est-ce que M. Modeste Boukadia, acteur politique de notre pays, qui a beaucoup œuvré pour ce pays et qui continue jusqu'à cette heure-ci, si on est là parce que vous aimez le pays, vous aimez le peuple congolais, est-ce que M. Modeste Boukadia, par rapport à ce qu'il avait compris, il peut dire au jour d'aujourd'hui que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas congolais? Je ne sais pas ce qu'il est. Il est le président du Congo. Il est le président du Congo. Du Congo, donc il est congolais. Il est le président du Congo. Il est congolais. Mais par contre, il est congolais. Par contre, il n'écoute pas les Congolais. Mais il est congolais. Il n'écoute pas les Congolais, mais il est congolais.
Quand on est Tout à fait, Congolais, mais il est congolais. quand on est Congolais, on écoute les Congolais. Oui, mais bon, vous savez, hein, où on a des enfants à la maison, parfois les enfants n'écoutent pas papa, hein, et vous le savez très bien, mais c'est nos enfants, à ce que je sache. Alors, Mais oui, Monsieur mais non. Bokadia, Monsieur Passema, vous avez un mot à dire là-dessus rapidement ou je continue parce qu'on a terminé, vous aurez votre mot à dire. Sassou Nguesso est un Congolais. Voilà, tout est dit. Alors, Monsieur Bokadia, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons parler du Congo, vraiment du début jusqu'à la fin. On est un peu parti vers la RDC. Monsieur Passema qui est en train de vous donner des leçons ici, on a au Centrafrique là-bas, ça ne marche pas aussi. Et il n'arrive même pas à trouver des solutions au Centrafrique, mais il vient se mêler de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Bon, là n'est pas de problème. Alors, on va parler, permettez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur Monsieur Kodeketo, Bokadia. une seconde, Monsieur Kodeketo, une seconde. D'abord, je voudrais dire que Monsieur Passema ne m'a pas donné de leçons, n'a pas donné de leçons. Il a donné un point de vue, il a fait une analyse. Hein, parce que, effectivement, lui et moi, nous sommes dans une région très convoitée. Nos pays sont très convoités et c'est ça ce qui fait notre malheur, peut-on dire. Mais en même temps, que ce soit le Centrafrique ou le Tchad ou le Congo, c'est des pays qui ont constitué ce qu'on appelait l'axe voilà. Et oui, ben, il est bon. Il est très bon, Monsieur Passema. En tout cas, tout ce qui concerne l'Afrique, en particulier le Centrafrique, le Congo Brazzaville, je crois qu'il a un peu de sang du Congo Brazzaville parce que vraiment pour le Congo Brazzaville, il est vraiment dedans. Et puis voire même un peu ailleurs, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Alors, je veux poser une dernière question, si vous me permettez. Ça n'a rien à voir avec le débat concernant le Congo, l'Afrique, mais ce qui touche le monde, ça touche également indirectement l'Afrique et en particulier le Congo et surtout peut-être, je dirais, nous aussi, nous sommes ici, on regarde ce qui se passe en Russie, en Ukraine, on regarde ce qui se passe en ce moment en Israël et la Palestine, c'est vraiment compliqué. Alors permettez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, défendre la cause palestinienne, c'est être antisémite ou c'est s'aligner sur l'idéologie du Hamas? Écoutez, je rappelle que le Congo a toujours été l'ami d'Israël. Et donc, à partir de là, nous reconnaissons nous reconnaissons le droit à Israël de se protéger. Ce qu'il y a eu le 7 octobre 2013 est abject. Ça, c'est... Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et il est tout à fait normal, effectivement, qu'on puisse travailler de telle sorte que les Palestiniens puissent avoir un mieux-être. Mais il y a des méthodes de le faire. Il y a des méthodes de le faire. Moi, ce que je regrette, c'est que on met de côté les victimes du Hamas du 7 octobre et on ignore les otages qui sont encore dans des conditions terribles. Moi, je suis sûr que si cela était possible, je suis sûr que si le Hamas libère tous les otages, la guerre va être finie. Oui. Hein? Mais on ne peut pas libérer les otages avec des bombes, permettez-moi, mais vous ne répondez pas à la question. Hein. Vous n'avez pas répondu à ma question. Après, je peux comprendre, ma question était simple. Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Personne au monde, personne. Ce qui s'est passé le 7, c'est inacceptable. Ça, on le sait. On en a parlé à plusieurs reprises. Ça, c'est clair et net. Les morts de l'autre côté et les morts de l'autre côté aussi, au jour d'aujourd'hui, tout le monde pleure. Tout le monde, sans exception. Que ce soit en Israël ou les Palestiniens. Au jour d'aujourd'hui. Ma question était simple. Ma question, c'était pas par rapport à ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est le commencement de ce qu'il y a aujourd'hui. Ma question était, est-ce
aujourd'hui, je dis bien, je parle de la Palestine, le peuple palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, défendre la cause palestinienne, c'est être antisémite? Non, mais la question, vous posez mal la question. Il faut partir du point de départ. Le point de départ, ce que nous voyons aujourd'hui ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas le 7 octobre. Ça, c'est le point de départ. Oui. Donc, Non, si on est d'accord, c'est pas le point de c'est le point départ. de C'est pas départ. vraiment le point de départ. Non, 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 c'est pas le point de départ. C'est vraiment pas le point de départ. C'est la conséquence de ce qu'il y a eu avant aussi. Et ça, vous le savez aussi très bien. C'est un sujet glissant. Je n'aimerais pas qu'on attarde là-dessus. De grâce, vraiment. Effectivement, ce qui s'est passé le 7, c'est inacceptable. En aucun cas, on peut accepter ce qui s'est passé le 7. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des otages également. On veut que ces otages-là soient libérés. Mais ma question était simple. Vous avez essayé de répondre. Monsieur Passema, si vous pouvez répondre rapidement à la même question. Et puis, je vous donne la parole. Vous allez dire votre dernier mot. Et je donnerai la parole à monsieur Boukadia de dire son dernier mot. Et puis, nous allons quitter en beauté. Permettez-moi, s'il vous plaît. Moi, je voudrais d'abord dire ceci. Rapidement, s'il vous plaît. Que chacun condamne d'abord le Hamas sur la situation du 7 octobre. Ça, c'est sans équivoque. Là, tout le monde est d'accord. Ensuite, quand on défend la cause palestinienne, il faut condamner en même temps aussi le fait qu'il y a encore des otages, les otages du Hamas. Quand ceci est fait, aussi avec vous là-dessus. Voilà. Donc, dans ces conditions, défendre la cause palestinienne, c'est pas de l'antisémitisme dès lors où on a mis ces deux choses en même temps. Mais il y a une façon de soutenir sans pour autant avoir des comportements ou des attitudes ou des gestes qui sont aberrants. Voilà, Monsieur Kodeketo. Merci, Monsieur Boukadia. J'aime votre esprit de vérité, de parler net, comme on dit chez nous, yango na yango. Alors, rapidement, Monsieur Passema sur la question et puis on termine l'émission. Après, vous allez dire votre dernier mot. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas partisan de la cause palestinienne pour des raisons que on prendra du temps pour expliquer. Donc, à ce titre, je trouve que c'est une guerre fratricide qui n'a pas lieu d'être, qui met aux prises les frères sémites, les descendants de Sem, des enfants qui ont le même père, qu'ils appellent Abraham, Ibrahim, mais de mères différentes. Et le déchirement, des massacres qui se perpétuent sur la base d'idéologies religieuses, sans lesquelles tout cela ne se passera pas. En fait, je pense que les esprits éclairés doivent mettre en avant la raison universelle au détriment des idéologies obscurantistes, aliénantes, dites religieuses, qui conduisent inexorablement les peuples à s'entre-déchirer comme ça quand nous sommes en train d'assister. Et n'oublions pas que le 7 septembre, 95% des Palestiniens, et presque 99% à Gaza, avaient applaudi. C'était quand même lamentable. Et voilà les conséquences de cette attitude aliénante, fondée sur une propagande religieuse. J'ai dit. Merci. Merci, Monsieur Passema. Merci. On sent quand même que c'est un sujet glissant. On ne doit pas rentrer vraiment en détail parce que c'est compliqué. Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. On prie, on espère, on pense que d'ici là, les acteurs politiques vont trouver les solutions. Les otages vont être libérés. Vraiment, c'est la condition sine qua non. Il le faut vraiment libérer les otages. Ils doivent être libérés, rentrer chez eux pour qu'effectivement qu'on puisse
essayer de voir au niveau des États comment faire pour trouver des solutions et que les gens puissent vivre en paix. Ce qui se passe de l'autre côté, on souhaite également, depuis très longtemps, d'ailleurs là on commence à aller presque des années, si on peut parler comme ça, entre l'Ukraine et la Russie, ça aussi vraiment, on espère qu'ils vont trouver des solutions parce que le monde entier, le peuple du monde entier a envie de vivre en paix dans un pays, dans une planète en paix. Et c'est très important pour la jeunesse qui est en train d'arriver, pour nous autres et pour nos enfants qui vont hériter vraiment de la planète Terre qu'on va leur léguer. Monsieur Modeste Bokadia, bien, nous arrivons au terme de cette interview. Nous avons essayé d'aborder, comme d'habitude, le plus de sujets possible. C'était la rentrée politique, entre autres, on pourrait dire, d'Afrique TV. Alors, Monsieur Bokadia, comme d'habitude, une dernière question qui me brûle, je dirais, un peu les lèvres. On a parlé de beaucoup de choses, je n'en disconviens pas, mais j'ai toujours envie de savoir, corps et esprit, êtes-vous aujourd'hui heureux? J'aurais pu répondre à cette question de manière positive, mais nous avons abordé un certain nombre de sujets, tant du Congo que de l'Afrique, et surtout le sujet tragique d'un pays avec lequel nous avons toujours été très amis, et surtout que le Congo était le premier pays africain à reconnaître l'État d'Israël. Comment dire que je suis heureux quand il y a, pour un rien, on met un jeune en prison? Pour un rien, parce que le jeune a besoin de travailler, un jeune chante, un jeune cherche une carte nationale d'identité, on le jette en prison. Non, je ne suis pas heureux. Je suis très malheureux pour mon pays. Je suis très malheureux pour le peuple congolais. Mais j'ai l'espoir, j'ai la volonté d'amener ce peuple pour qu'il s'exprime, pour que de leur souffrance, ils en fassent une force qui leur permette de transcender la peur. Parce que jusqu'à présent, c'est la peur qui nous a guidés. On avait peur de mourir. Mais quand on est déjà mort, on ne peut plus avoir peur de mourir. C'est pour ça que je souhaite vivement que le peuple exprime sa souveraineté et que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, doivent se montrer à la hauteur de l'engagement qu'ils ont vis-à-vis du peuple et que tous les partis politiques doivent saisir la main du peuple pour que nous puissions aider notre pays à se restaurer, à être ce pays si accueillant qui recevait tous les Africains à l'université qu'on appelait le CSB, pour que nous allions, que ce soit au Tchad, au Centrafrique, au Cameroun, au Gabon, en RDC, partout, que nous reformions ce qu'on appelait l'Afrique centrale et que nous constituions la base d'un marché intérieur qui s'appelle États-Unis d'Afrique centrale, le plus grand marché intérieur parce que cette zone de l'Afrique centrale dispose de tout ce dont l'Occident a besoin. Et donc, plus que jamais, c'est maintenant que nous devons être prêts, nous Africains, nous Congolais, nous Africains de l'Afrique centrale,
d'être à la table pour que nous disions voilà le partenariat qu'il nous faut avec l'Occident. L'Occident a la capacité d'avoir les outils. Nous avons besoin de ces outils-là. Notre jeunesse a appris dans ce pays-là. Nous devons tout faire pour que nous ramenions nos jeunes sur les terres ancestrales par le biais de ce que j'ai appelé la désimmigration, avec toutes les compétences. Et ce sont cette nouvelle génération dont nous, parce que c'est une histoire de génération, ils ne peuvent pas remplacer M. Denis Sassou Nguesso s'ils ne prennent pas le pont. Et je suis ce pont que je leur offre pour que demain, ils puissent faire rayonner le Congo de par le monde. C'est cela. Alors, merci, Monsieur Modeste Boukadi. En tout cas, merci beaucoup. Je vous sens effectivement, vous êtes ancré en tout ce qui concerne le Congo. Vous parlez avec passion. Et j'ai même vu quand on a parlé un peu de ce qui se touche un peu de l'autre côté, j'ai senti également, j'ai pressenti effectivement que ça vous fait mal là, de voir ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier en Israël et la Palestine. J'ai senti également ça auprès de Monsieur Passema. Et je vois un peu des commentaires parce que vous voyez peut-être pas Nadine Nagel qui a écrit en me disant est-ce que votre question pour le soutien de la Palestine est-elle en relation avec les pressions médiatiques qui subissent des personnes sur les réseaux sociaux? Je tenais à dire à cette personne, en tout cas avec tout le respect que j'ai pour elle, la personne bien sûr, que ma question n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une question qui m'est venue comme d'habitude. Hein, ceux qui sont là comme les acteurs politiques qui me savent par rapport à mes questions, j'ai estimé qu'il était peut-être important de poser cette question à M. Modeste Boukadi et à M. Passema d'ailleurs, les deux, pour essayer d'avoir effectivement leurs impressions, parce que ce qui se passe là-bas touche, je dirais, tout le monde insensé et qui a un cœur, quand on voit ce qui se passe, on a envie que ça puisse se terminer pour qu'on puisse vraiment, nous tous ensemble, vivre en paix. Et le plus important, c'est ça. Alors, Monsieur Passema, rapidement, en tout cas 30 secondes, votre dernier mot, et nous allons nous quitter parce que effectivement c'était chaud, toujours avec Monsieur Boukadia pour une première fois. On a vraiment débordé, mais ça valait la peine. On aura des occasions avec Monsieur Boukadia. Moi, je viens de commencer, donc je suis un peu timidement, un peu comme ça, mais bon, vous allez voir Espérance Keto que vous avez connu, que vous connaissez, et reviendrai avec tout l'énergie et le je sème à tout vent, ça viendra également, donc c'est pas un problème. Messieurs, passez-moi rapidement 30 secondes, votre dernier mot, et puis on passe par la publicité et on termine l'émission. Je souhaite une très bonne soirée à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, à tous les Bantous qui nous suivent, qui parlent le Lingala, le Mwandi, le Sango, le Kitongo, etc. Et en leur disant qu'ils ont à prendre courage, avoir de l'espoir. Nous sommes sur Afrique TV avec Eto, et je salue mon frère Boukadia, et je vous dis bonne soirée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Libre Parcours. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission, 1 heure pour convaincre. Notre invité phare de ce soir, c'était Monsieur Modeste Boukadia. Il n'est plus à présenter, un acteur politique de notre pays qui œuvre beaucoup pour le Congo-Brazzaville et qui travaille dur pour voir demain qu'il puisse y avoir vraiment un changement au niveau du Congo-Brazzaville, que le peuple puisse vivre et respirer, que le pays puisse décoller. En tout cas, merci à Monsieur Modeste Boukadia, merci à Monsieur Passema, je dirais surtout à Monsieur Modeste pour sa simplicité, pour sa sincérité, pour parfois sa façon de parler avec le cœur. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et je dirais surtout merci à vous, les téléspectateurs, pour votre fidélité à Afrique TV, votre chaîne d'opinion, la télé, comme j'ai l'habitude de le dire, sur le web. Je crois que vous l'avez remarqué,
pas comme les autres. Ici, vous avez la parole. Si vous avez aimé, j'espère que vous l'avez vraiment aimé l'émission, partagez cette vidéo largement autour de vous pendant toute cette semaine pour qu'il puisse y avoir large diffusion et que les gens puissent vraiment regarder, suivre. On doit s'intéresser à ce qui se passe au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique. Les jeunes d'aujourd'hui doivent s'intéresser à la politique parce que c'est important. C'est en faisant de la politique qu'on pourra changer les donnes, beaucoup de choses dans notre pays, voire même dans le monde entier. Donc, partagez largement la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dimanche, même heure, et nous allons continuer à vaguer ensemble. C'est une façon aussi de m'encourager, d'encourager Afrique Elite TV. Donc, je vous demande tout simplement de partager. Je vous dis merci et à très bientôt. Monsieur Boukadia, merci. Monsieur Passema, merci également. Et je vous dis aussi à très bientôt. Vous pouvez dire merci aux téléspectateurs. Et Merci on nous beaucoup. retrouve, moi, je vous retrouve dimanche. Merci beaucoup. Bonne soirée.